Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec Mme Michèle Poitras, recherchiste et animatrice ici à TVR9, qui nous présente la toute nouvelle émission Accès Mieux-être qui est dédiée au bien-être des aînés. Madame Chantal Millette, directrice générale à la Maison autochtone de Mont-Saint-Hilaire, nous partage les initiatives et activités à venir ce septembre. On se rend à la caserne 31 pour rencontrer Madame Cassandra Robitaille, préventionniste à la Régie intermunicipale en sécurité incendie, qui nous rappelle les risques liés aux batteries au lithium et aux feux de paillis. Finalement, on accueille en studio M. Alexandre Michel, organisateur d'un événement de jeux vidéo qui vise à rassembler les jeunes. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission! Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un résumé des actualités de la semaine dans la vallée du Richelieu. Un sondage réalisé par des résidents de Saint-Mathieu de Belleuil révèle que plus de 60 ménages ont subi des dommages lors des inondations du 9 août dernier. Plusieurs sinistrés critiquent la municipalité pour son manque de communication et son incapacité à résoudre les problèmes d'infrastructure en cas de forte pluie. Le maire Normand Teasdale a annoncé qu'une firme spécialisée sera embauchée pour diagnostiquer les causes des refoulements d'égouts récurrents. Les résultats de cette étude seront rendus publics dans les semaines à venir. Une enveloppe de 25,5 millions de dollars sera investie dans la circonscription de Bordua grâce au programme de transfert pour les infrastructures d'eau du Québec. 12 municipalités de la région recevront cette aide pour financer divers projets, dont la modernisation des infrastructures d'eau potable, des eaux usées et des bâtiments. Belleuil bénéficiera du plus gros montant, soit 7,2 millions de dollars, tandis que Saint-Denis, Saint-Marc, Saint-Antoine et Saint-Charles recevront chacun près d'1 million de dollars. Le député et ministre Simon Jolin Barrette salue cet investissement qui améliorera les services offerts aux citoyens dans la région. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable franchit une nouvelle étape pour la réfection de la route 223 entre McMasterville et Carignan. Une étude d'opportunité sera lancée au printemps 2025 pour identifier les solutions d'aménagement sur cette route jugée dangereuse par plusieurs résidents. L'étude devrait se terminer à l'été 2026. Des efforts temporaires comme des installations, des lignes doubles et des panneaux pédagogiques ont été installés pour améliorer la sécurité. La ville de Chambly tiendra une assemblée publique le 26 septembre prochain pour présenter l'avant-projet de sa nouvelle politique culturelle. L'événement se déroulera au pôle culturel de Chambly et permettra de découvrir les grandes lignes du projet, de poser vos questions et de partager vos idées avant son dépôt officiel. Le projet vise à moderniser la politique culturelle de la ville qui date de 2002. Les citoyens sont invités à confirmer leur présence en ligne. La rue principale de Saint-Basile-le-Grand se transformera en un village d'antan le samedi 28 septembre. De 10h à 16h, les résidents sont invités à revivre les traditions locales à travers des visites guidées, des ateliers interactifs et des animations historiques immersives. Un concours de tarte aux pommes, des jeux d'adresse et une veillée traditionnelle compléteront la journée. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir l'histoire de la communauté en famille. Voilà, c'était vos manchettes de la semaine dans la vallée du Richelieu. TVR9 est fier d'annoncer que dès aujourd'hui, vous pourrez découvrir une toute nouvelle émission Accès Mieux-être qui est destinée aux aînés de la vallée du Richelieu. Et on est avec Madame Michèle Poitras. Vous êtes conceptrice d'Accès Mieux-être, recherchiste ainsi qu'animatrice. Bienvenue en studio. Merci. Un environnement que vous connaissez parce que ça se passe ici, les Tout à tournages fait. dans les studios de TVR9. Accès Mieux-être, ça a impliqué quoi de permettre à ce que ce projet-là se retrouve dans notre télévision? En fait, on s'est aperçu, l'équipe de TVR9, qui n'est pas énorme, comme vous le savez, on a décidé de se concentrer sur les besoins des aînés.
on a développé en premier lieu une série qui s'appelle Vivre à temps plein. Puis, au fil du travail, de brainstorming, on a décidé de s'adresser aux services qui sont donnés aux aînés à travers la vallée du Richelieu. Et c'est comme ça qu'on est allé rencontrer la table de concertation. Ben, on a été invité à l'Assemblée générale de la table de concertation des aînés de la vallée des Patriotes, ce qui regroupe plusieurs organismes, on va dire entre 32 et 35 organismes, qui nous ont reçus d'emblée, qui ont reçu les projets d'emblée, et on est parti avec ça. Et on a, au fil du temps, bien évidemment, on a fait des demandes de subventions. Oui. On voulait faire les deux. Il y a une subvention qui n'a pas été donnée pour vivre à temps plein, puis on a reçu la subvention pour Accès Mieux-être. Donc, le processus, c'est on fait 16 épisodes, on développe, on fait un PowerPoint, tout le projet, quels sont les enjeux qu'on va discuter à travers les 16 épisodes. Oui. Est-ce que, bon, on va mettre 2 organismes par épisode, on en fait 16, on va couvrir tout le monde. Les organismes, les intervenants des organismes ont été extrêmement collaborateurs, généreux, très généreux. Donc, ils ont embarqué dans le projet. Eux, vraiment, ce qui les allumait, c'était de mettre de l'avant les ressources, les services pour les aînés. Et c'est de leur donner une visibilité hors du commun, parce qu'ils n'ont pas cette visibilité-là. C'est communautaire, ils n'ont pas les moyens de se payer une super publicité ou etc., mettre des pancartes un peu partout. Non. Alors ça, c'était un axe qu'on abordait, évidemment. Puis on leur donne beaucoup de place parce que c'est important, c'est hyper important. Puis on veut que nos téléspectateurs, nos aînés, soient bien informés. C'était ça qui était le grand enjeu. Oui, exactement. Puis parlant d'enjeux, il y a dû avoir des enjeux qui sont ressortis à travers les conversations avec les différents organismes. C'est quoi les principaux? Bien, c'est de sortir les gens de l'isolement, de les conserver en santé, donc actifs, de les rendre, de s'impliquer dans leur communauté, de les inviter à faire du bénévolat. Il manque de bénévoles. Les gens sont plus occupés. Hein? Maintenant, les retraités, tout ça. Mais ils viennent quand même, mais on les invite encore à venir faire du bénévolat à travers les organismes de la vallée du Richelieu, bien évidemment. Oui, donc de faire partie d'une communauté. Oui. Puis, vous l'avez mentionné, de briser l'isolement, c'est quand même quelque chose dont on a énormément parlé depuis la pandémie. C'est ça. Ça nous a, mais ça a frappé de plein fouet. Oui, ça a frappé de plein fouet, ça a augmenté. C'est ça, parce que dans tout, nos téléspectateurs vont remarquer qu'à chaque rencontre avec mes intervenants, je ressors aussi quels sont les enjeux auxquels vous vous adressez encore plus que post-pandémie, qui sont sortis le plus, qui sont aggravés. En fait, c'est des trucs qui sont aggravés. Ils étaient déjà là. Santé mentale, l'isolement, voilà. La solitude, puis le manque de bienveillance. C'est-à-dire la voisine qui s'apercevoir que, il me semble que ces journaux sont à la porte, il me semble que... Alors, de vraiment avoir conscience humainement, c'est ça. Les voir. Ouais. Puis à travers ces discussions-là, ces rencontres-là, vous, qu'est-ce qui est ressorti? Avez-vous été surprise par certains témoignages? J'ai été très surprise par la passion que tous ces intervenants-là ont, le don de soi, la volonté de développer encore plus, de donner encore plus, d'être présent encore plus sur le territoire, de bien desservir les aînés. C'est des gens exceptionnels, hein? C'est vraiment des gens exceptionnels. J'étais comme, oh! Wow. Oui. Donc, des belles rencontres. Très belles rencontres. Plaisir de découvrir dès aujourd'hui. Oui! Aujourd'hui, un épisode qui est dédié à la MRC-VR pour parler de la politique municipalité Amis des aînés. Donc, vraiment un gros dossier un très gros dossier. Couvrir. Donc, dès aujourd'hui et disponible également sur tvr9.com. Merci, Mme Poitras, d'être passée dans le studio. On se trouve présentement à la Maison autochtone de Mont-Saint-Hilaire avec Chantal Millette. Vous êtes directrice générale ici à la Maison autochtone. Et là, il y a un mois de septembre très chargé qui s'en vient, une deuxième partie du mois très chargée. Donc, dès demain, le 17 septembre, vous allez recevoir une délégation de jeunes autochtones qui viennent de partout dans le monde. Qu'en est-il? Oui, absolument. En fait, demain, le 17 septembre prochain,
17 septembre, on accueille le pré-sommet One Young World. Donc, c'est les leaders autochtones de la jeunesse autochtone qui vont converger vers la maison autochtone. On aura plus de 200 délégués sur place pour échanger sur les sujets d'avenir, que ce soit la durabilité, l'environnement. Donc, ça va être une journée complète d'activités avec, ils vont passer sur des dégustations autochtones, découvertes de l'érablière, des conférences, des échanges. Donc, on est vraiment très, très, très fiers d'avoir été choisi, donc le seul lieu en dehors de Montréal, d'avoir été choisi pour accueillir cette grande délégation-là. Et le sommet va se dérouler pendant 2 jours suivants. À Montréal, c'est des milliers de délégués là, qui vont transiter sur Montréal, mais nous, on a le plaisir d'accueillir la jeunesse autochtone mondiale. Wow, j'ai déjà hâte que vous m'en reparliez de comment s'est passée cette journée-là. Et ensuite, le 21 septembre prochain, Journée internationale de la paix. Et là, vous avez fait un partenariat qu'on pourrait penser d'audacieux, mais finalement, ça prend tout son sens. Absolument. Alors, écoutez, vous savez, dans la tradition autochtone, l'oralité est super importante puisque la culture, les savoirs se sont transmis de génération en génération par l'oralité. Et dans le cadre de la Journée internationale, en fait, de la paix, j'ai rencontré le beau Yoda de la Grande Trappe et je les ai invités à créer quelque chose de spécial. Donc, on travaille en collaboration avec la Grande Trappe et on accueille ici la 3e édition du Festival de contes de la vallée du Richelieu. Mais c'est une thématique qui a été développée spécialement, ça va s'appeler « De la paix à bouche que veux-tu ». Donc, c'est une journée où la population va être bienvenue, venir, une activité de 14h30 jusqu'à 19h de contes. Des gens comme Tootla Horn, le Lac des Cygnes seront présents et ils vont prendre le crachoir pour compter, transmettre et aussi il va y avoir 2 spectacles en salle. Il y a un léger coût, c'est 20 $, mais c'est tellement enrichissant. Donc, il y a un spectacle de M. Jocelyn Sioui à 14h et à 19h, c'est un spectacle qui s'appelle Guerre et Poux, spécialement conçu pour nous, qui vient d'être réalisé, qui va être présenté en grande première ici à la Maison autochtone et qui aborde des enjeux de réconciliation, de paix, de se connaître, de travailler ensemble. Donc, quand j'ai rencontré Yoda, la Grande Trappe, festival, bien, depuis 1 an, on travaille à ça. Et enfin, samedi, bien, on va voir cette belle réalisation. Alors, pour nous, c'est une première édition, mais c'est sûr que ça va continuer. Oui, donc une belle collaboration qui, comme vous l'avez dit, est directement liée là, à la manière dont les peuples autochtones transmettaient leur savoir, donc l'oralité qui va être tout à l'honneur durant cette édition du Festival du Conte. Ensuite, il y a les Journées de la culture qui s'en viennent et le thème cette année, c'est la communauté. Absolument. Donc, on a développé vraiment une activité qui va être gratuite à tout le monde. C'est vraiment, on invite la communauté à venir créer sur sa communauté. Donc, on va inviter, ça va être un travail collectif. Donc, naturellement, cette journée-là, bien, c'est tout le week-end, le samedi et le dimanche. Les activités et les visites à la Maison autochtone vont être complètement gratuites pour plus d'accessibilité, justement. Et on va proposer aux familles, aux individus, aux couples de créer ensemble une belle œuvre collective qui va être installée sous notre enseigne pour le bénéfice de notre communauté. Oui. Et pour terminer, le 30 septembre prochain, la journée de la vérité et de la réconciliation, évidemment, c'est quelque chose ici là, qui va être souligné. Donc, à quoi peut-on s'attendre comme activité pour cette journée-là? Oui, alors, ben, on invite la population justement à consommer autochtone. Donc, cette journée-là, on invite les gens à venir visiter nos expositions, participer à nos activités de visite guidée à tous les heures ou encore déguster nos fameuses tisanes, tarte au sucre, gâteau iroquois de maïs. Mais à partir de l'aube jusqu'en soirée, il y a un feu qui va être allumé à l'extérieur et on va inviter les gens à venir se recueillir et à réfléchir ensemble, poser des questions. Il va y avoir quelqu'un en permanence qui va être là pour répondre aux questions ou des fois, si des gens ont un peu plus de difficultés. Donc, c'est vraiment un hommage qu'on veut rendre à cette résilience des peuples autochtones qui ont réussi à survivre à ces traumatismes-là. Donc, je pense que c'est important de participer, de rendre hommage aux peuples autochtones et à cette résilience. Et on propose, après avoir
échanger autour du feu une marche hommage aux cultures autochtones. Donc, c'est une petite dizaine de minutes, une marche tranquille pour se ressourcer. Donc, c'est ce qui est offert là, pour la population. Donc, on vous invite à venir nombreux. Et aussi, je tiens à vous dire que si jamais vous cherchez des chandails oranges, on en a dans la boutique. Donc, un beau rappel, puis encore une fois, une très belle programmation pour bien terminer le mois de septembre. Merci, Madame Millette. Merci à vous. On se trouve présentement à la régie intermunicipale du service incendie de la vallée du Richelieu, à la caserne 31. On est avec Madame Cassandra Robitaille. Vous êtes préventionniste ici à la régie. En quoi consiste le métier de préventionniste? Le métier de préventionniste, c'est large. Ça peut aller de l'inspection commerciale industrielle à les exercices d'évacuation des garderies, des écoles, des résidences de personnes âgées. On s'assure que leur plan de sécurité incendie est conforme. On s'assure également de répondre aux citoyens lors des plaintes. On fait également des recherches et causes d'incendie. Donc, après un incendie, on se déplace sur les lieux pour trouver la cause, là. Oui. Puis, est-ce qu'il y a des causes un peu insoupçonnées, des articles qui font partie de notre quotidien qui pourraient porter un risque d'incendie, mais auxquels on ne pense pas nécessairement? Oui, de plus en plus, on est entouré de batteries au lithium. Donc, les batteries au lithium sont présentes, que ce soit le cellulaire, des batteries d'outils ou même des trottinettes électriques qu'on voit de plus en plus, des vélos électriques qui sont entreposés à l'intérieur dans les garages. Donc, oui, ça apporte des risques. Puis c'est quoi le risque qui est associé à ces batteries-là? Quand elle est en bon état dans notre appareil, est-ce que ça porte un risque ou c'est vraiment si elle est endommagée, par exemple? Ça peut être endommagé, ça peut être une mauvaise charge, ça peut être pas le bon chargeur aussi également par rapport à la batterie. C'est important de vérifier les spécifications par rapport à la batterie, à savoir combien de temps la charger, pas la surcharger non plus également, là. Puis, est-ce que ici, dans la région, vous avez eu plusieurs appels liés à des incendies de batteries de lithium? Pas plusieurs, mais quelques-uns, là. Oui. Donc, l'important, c'est vraiment de sensibiliser les gens, de dire, bon, ça, ce sont des articles que vous utilisez au quotidien, donc faites attention. Oui, exactement. Ça peut être aussi banal que laisser son cellulaire chargé sur le lit, là. Donc, de ne pas laisser dans la laiterie, le mettre sur un meuble. Puis quand c'est fini de charger, on le débranche. On peut débrancher aussi le fil de la charge. Ouais. Puis, si par malheur, il y a un incendie qui se déclare à la maison, mon téléphone, mon chargeur ou mon vieil ordinateur, la batterie, elle se brise, puis ça prend en feu. C'est quoi les bons réflexes à adopter dans ces cas-là? C'est sûr que la priorité, c'est la sécurité des occupants. Donc, au niveau résidentiel, on parle d'évacuer le bâtiment. Si vous êtes dans une pièce, fermez la porte sous votre passage, là, mais on ne retourne pas à l'intérieur. On évacue le bâtiment, on appelle le 911. Les pompiers vont se déplacer puis ils vont faire leur travail. Donc, on n'hésite pas à appeler les pompiers là, en cas de feu. Même si on a l'impression qu'on peut le maîtriser nous-mêmes, on ne touche pas à ça. Vous êtes là pour ça. Et si, par exemple, j'ai un article, un appareil électronique dont je veux me départir, est-ce que je peux le jeter à la poubelle? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Non, effectivement, on ne jette pas à la poubelle. Même sur les articles, souvent, il est inscrit de ne pas jeter au vidange. Donc, il y a les éco-centres. Sinon, les villes, sur leur site Internet, souvent, il y a des endroits spécifiques là, pour aller les porter, les batteries. Oui, parce qu'on s'entend que dans un camion poubelle, par exemple, le fait d'être écrasé, ça peut nuire, ça peut créer un incendie. Oui, exactement. Ça pourrait occasionner un incendie. Et il y a également des feux de paillis qui peuvent se déclarer. On n'y pense pas. On a nos pots de fleurs devant la maison, on a notre paillis. Donc, c'est causé par quoi un feu de paillis, généralement? C'est principalement par un article de fumeur. Donc, de faire attention, de s'assurer que le mégot de cigarette est bien éteint et de
s'en disposer normalement dans un cendrier et non par terre, là. Donc, on en voit partout, là, alentour des commerces, il y a des cendriers exprès pour ça, donc de ne pas le lancer dans un feu de pailler. Des fois, on pense que c'est bien éteint, mais c'est pas bien éteint, donc faire attention à ça. C'est ça. Donc, adopter les bons réflexes. Puis, en cas d'incendie, encore une fois, on n'hésite pas à appeler les pompiers. Merci, Madame Robitaille, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée à vous. Le 2 novembre prochain aura lieu la 5e édition d'un événement de gaming, de sport électronique. On est avec M. Alexandre Michel. Vous êtes organisateur de cet événement-là. Revenons en arrière. Ça vous est venu d'où, cette idée-là de créer un événement, bon, pour les jeunes, mais aussi pour les adultes? L'idée est un petit peu farfelue dans le sens que je suis arrivé à Otterburn Park en 2017. J'étais un gros gamer moi-même. Je jouais à Fortnite quand c'était dans le gros pic. On jouait avec tous nos amis à tous les soirs pratiquement pendant 2 à 3 mois. Puis je me suis dit, pourquoi pas lancer cet événement-là public au lieu de faire ça vraiment isolé dans mon sous-sol, tout seul moi-même avec mes écouteurs. J'ai lancé l'idée. En même temps, la ville n'avait pas une grande offre de services, d'activités pour ces jeunes-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai lancé ça. Je ne m'attendais vraiment à rien. J'ai fait une petite étude de marché. Il y a 50 personnes et plus qui m'ont contacté. Wow. Puis finalement, à cet événement-là, on a une centaine de personnes qui se sont présentées. Donc, c'était le début de ces événements-là en 2018 à Otterburn Park. Donc, 2018, un événement, première édition pré-pandémie. Est-ce que vous avez vu une différence avant et après? Parce qu'on s'entend que durant la pandémie, bon, les jeunes, ils ne pouvaient pas aller à l'école. Donc, j'ai l'impression, ça c'est mon opinion, mais qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont adhéré à ce type d'activité-là. Oui, exactement. Mais en fait, on était supposé faire un événement juste avant la pandémie. Une semaine avant, on a dû tout fermer à cause que les gens étaient malades et tout. On a été poussé dans le fond de faire des tournois en ligne. Donc, on a pu interagir avec notre communauté et tout là-dedans. Les gens étaient vraiment au rendez-vous quand on faisait ça. On a fait des partenariats avec la ville de Saint-Hilaire, pour faire des événements réguliers en ligne. Puis, de fil en aiguille, on s'est remis dans le beat, si je pourrais dire. Oui. Puis, on a recommencé nos événements tranquillement. Exactement, en présentiel. Les gens étaient encore là. Il y en avait un petit peu moins, étrangement, mais là, tranquillement, pas vite, ça revient. Avec notre plus récent événement, là, on attend 75 personnes environ pour celui-ci. Donc, un événement qui se déroule à Otterburn Park. Et à quoi on peut s'attendre pour un événement comme celui-là? Dans le fond, dans nos événements précédents, ce qu'on faisait, les gens amenaient tout leur équipement. On faisait un gros tournoi avec un gros prix en argent. Pour cette édition-là, on s'est dit, pourquoi pas laisser ça de côté, faire 3 petits tournois avec encore des prix en argent intéressants. Les gens n'ont rien besoin d'emmener. En plus de ça, on va avoir une section de jeux de société, 2 arcades rétro. C'est un seul billet qui couvre toutes ces activités-là. Donc, de plus petit à plus grand, vous allez être servi pour vos besoins, en fait. Là. Oui. Puis les tournois, c'est ça, ça varie entre 250 $ en prix en argent. Puis on attend des retours de commanditaires afin de bonifier ces offres-là pour que les gens en aient le plus possible au final. Puis l'événement est 12 ans et plus. De par votre expérience, c'est quel type de clientèle qui s'inscrit, qui se déplace? On a beaucoup de 12 ans et plus, je dirais. Des fois, il y en a qui me contactent. Est-ce que je peux venir? J'ai 11 ans et 10 mois. Je les laisse passer. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste qu'on ne veut vraiment pas avoir une clientèle trop jeune non plus. On a beaucoup de 12 ans. Sinon, la moyenne d'âge, je dirais, c'est entre 18 et 24. Pour la plupart des gens de toutes les régions, il y en a qui descendaient de Québec, de la Beauce, Gatineau. Mais principalement, j'essaie de concentrer ça ici pour donner une activité aux gens de la région. Oui, mais le fait qu'il y ait des gens qui viennent de loin, ça démontre la pertinence d'un événement comme celui-là. Avez-vous eu des témoignages de jeunes qui ont participé à une édition précédente qui, peut-être, c'était la première fois là, qu'ils rencontraient d'autres joueurs? Oui, exactement. On avait des jeunes qui étaient seuls à la maison, qui jouaient, qui sont venus quand même seuls à l'événement, qui se sont fait des amis là-bas, qui nous ont dit qu'ils étaient super heureux d'être venus. Ils se sont fait des amis sûrement pour la vie, peut-être aussi. Donc, ces gens-là sont souvent très contents de leur expérience. Même s'ils perdent au début, c'est pas grave. On fait un bracket de perdants dans le tournoi. Donc, ils ont toujours moyen de rester là plus longtemps, d'avoir pour leur argent, puis en même temps sociabiliser avec tous ces gens-là qui vont être présents. Oui. Puis la discussion autour de la dépendance aux écrans, la dépendance aux jeux vidéo est quand même forte. Ça peut être une inquiétude pour certains parents. Vous êtes un gamer, vous l'avez dit en début d'entrevue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encadrer ces enfants-là puis éviter que ça devienne un problème?
C'est sûr qu'au niveau des parents, j'en suis un aussi, là, j'essaie de restreindre, pas restreindre tous les enfants, mais mes enfants, en fait, on essaie d'imposer des limites pour pas trop que ça l'abuse. Comme chez nous, c'est 1 heure par semaine max. Sinon, j'en entends parler à tous les jours des jeux vidéo. Donc, c'est vraiment une question de restreindre la personne comme dans n'importe quelle discipline, que ce soit le sport, le jeu ou peu importe. Il ne faut pas trop abuser, sinon on va juste parler de ça. On va avoir un focus exceptionnel là-dessus. Donc, un peu restreindre les paramètres puis diversifier un peu ce qu'on fait dans la vie, que ce soit du sport, des jeux vidéo, au moins avoir une bonne balance dans tout ça pour mieux gérer. Ouais. Merci pour ces beaux conseils. Donc, un événement à ne pas manquer samedi le 2 novembre prochain à Ottoburn Park. Tous les détails sur événementgaming.ca. Merci, M. Michel, d'être passé à nos studios. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Nous sommes fiers d'avoir pu vous présenter aujourd'hui notre toute nouvelle émission Accès Mieux-être qui est dédiée au bien-être des aînés. Mais sachez qu'une deuxième émission est diffusée dès aujourd'hui. On vous invite à découvrir l'émission Élévation qui est une initiative de la CCI VRR et qui va à la rencontre d'expertes et de femmes de la communauté d'affaires qui viennent témoigner de leur expertise, mais également des enjeux liés à l'égalité. Sur ce, bonne semaine à tous.